Il a levé les mains en plein jour, sans armes, sans menace, juste un sac de course et la conviction profonde que si l'on respecte les règles, on survit. 2 coups de feu plus tard, il avait disparu. Le policier s'en est allé. Aucune inculpation, aucune excuse. Mais quelqu'un d'autre l'observait. Sa fille, une ancienne combattante décorée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas parlé. Elle a disparu. Il était un peu plus de midi lorsque Walter Reed sortit de l'épicerie du coin. Il ajusta ses lunettes, jeta un coup d'œil au feu rouge au bout de la rue et prit une profonde inspiration, celle qu'un homme prend lorsqu'il croit que la journée à venir sera calme, sans incident. Presque invisible dans sa simplicité. Ses chaussures, usées mais propres, résonnèrent légèrement lorsqu'il descendit du trottoir, le sac oscillant doucement à son bras. De l'autre côté de la rue. Un petit geste familier. Au début, il n'entendit pas la sirène, à cause de la brise et du rythme calme de sa respiration. Mais le bruit du moteur perça soudain, bas et agressif. Suivi du crissement strident des freins. Le caoutchouc brûlait contre le béton. La voiture de patrouille arrivait de la rue latérale, trop rapide pour une zone résidentielle. Une vitesse qui annonçait quelque chose de mauvais était déjà prévisible. Les portières claquèrent. Une voix masculine, blanche retentit avant que Walter ait pu comprendre ce qui se passait. « Et arrête-toi !» Les mains bien en vue. Ce n'était pas une question. C'était un ordre destiné à effacer toute possibilité de compréhension. Walter se figea. Du moins pas encore. « Officier », dit-il d'une voix ferme et douce, portant le poids d'un homme à qui on a répété toute sa vie de parler calmement dans des moments comme celui-ci. « Je reviens juste du magasin. » L'officier, grand, à la peau pâle, les cheveux rasés scintillant dans la lumière, leva son arme comme par réflexe, ses doigts tremblants contre le pontet. « J'ai dit ?» Les mains en l'air, maintenant. Et entre ces mots, Walter comprit quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait pas de lui. Il ne s'agissait pas de Pomme ou d'une erreur d'identité. Il s'agissait de pouvoir et de peur. Et de ce qui arrive quand ces deux-là se rencontrent au mauvais endroit. Les doigts de Walter lâchèrent le sac. Il tomba sur le trottoir avec un bruit sourd. Une femme sortit son téléphone, le pouce déjà appuyé sur le bouton d'enregistrement, le souffle coupé. Puis tout s'est passé si vite que le silence n'a pas pu le rattraper. 2 coups de feu. Le premier a fendu l'air comme un feu d'artifice, trop près de l'oreille. Le second a atterri plus profondément, plus lourdement, comme s'il refusait d'être interrogé. Walter recula brusquement. Un bref halètement lui échappa. Il s'effondra sur le trottoir. Ses bras, toujours en l'air, semblèrent flotter un instant avant que la gravité ne les ramène au sol aux paumes ouvertes. Les yeux toujours à la recherche de quelqu'un en qui croire. Une petite pomme rouge est sortie du sac en papier, sur le béton. Jusque dans la gouttière où l'eau de pluie ne s'est jamais complètement écoulée. L'agent s'avança, arme toujours levée, l'air indéchiffrable. Un autre policier apparut derrière lui jeune. Incertain, son regard oscillant entre Walter, la foule qui commençait à se former, le visage de son partenaire et les caméras clignotantes des téléphones de l'autre côté de la rue. « Mon Dieu !» Tran, murmura le plus jeune. Il n'était pas. Mais il s'arrêta, comme si avaler le reste de sa phrase lui permettrait de garder son badge propre. Dans la ruelle, quelqu'un a crié. Il ne résistait pas. La voix d'une femme, aiguë et brisée, résonna dans le pâté de maison comme un verdict que la loi n'avait pas demandé. Walter restait immobile, une jambe pliée sous lui. Ses lunettes étaient fissurées, mais toujours perchées sur son nez. Le sang noir, épais, se répandant dans les fissures du trottoir racontait sa propre histoire. Une histoire que les sirènes ne pouvaient faire taire. Avaride était assise 3 rangées plus loin que le fond du bus qui venait de tourner dans la rue. Elle était arrivée la veille, sans prévenir. Les téléphones levés, la silhouette immobile sur le trottoir, quelque chose en elle se leva avant son corps. Son souffle s'arrêta. Ses poings se serrèrent. Lorsque le bus s'est arrêté de l'autre côté de la rue, elle est descendue dans la lumière encore brûlante du soleil. Ses bottes atterrissant comme une ponctuation sur une histoire déjà en train de devenir incontrôlable. Elle ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle marcha lentement, les yeux rivés sur l'homme en bleu. Serrant toujours l'arme comme si cela justifiait le silence. Son regard n'était ni sauvage ni furieux. Il était calculateur, calme.
froid comme le ciel nocturne du désert sous lequel elle avait dormi 1000 fois. Elle s'arrêta juste avant le ruban jaune, qui flottait au vent, comme si la prudence était arrivée trop tard. Elle vit les chaussures de son père, l'une dénouée, la manche retroussée de sa chemise. Sa main toujours tendue vers le ciel, comme s'il n'avait pas réalisé que c'était fini. Personne n'a prononcé son nom. Personne ne l'a arrêté. Personne n'avait besoin de le faire. Pas à ce moment-là. Personne ne savait qui elle était. Mais elle l'a fait. Et le vent aussi. Puis elle se retourna, ramassa son sac et descendit la rue. Loin des caméras. Loin des questions. Dans ce silence qui se forge une forteresse avant de frapper. Être bon ne suffit pas toujours à rester en vie. Ava ne serra la main de personne. Elle fit un signe de tête au pasteur Boone lorsqu'il s'approcha. Mais sa tentative de réconfort, « Votre père était un homme bien », lui parut bien insuffisante face à ce qui avait été perdu. « Je sais », dit-elle. Sa voix était monocorde mais ininterrompue. Comme de l'acier chauffé au feu. Sur le lieu de sépulture, l'air s'était refroidi. Le sol était encore humide de la pluie de la semaine précédente, et lorsqu'ils descendirent le cercueil. Le bruit sourd de la terre mouillée sur le bois résonna comme un événement définitif, un événement qui refusait d'être achevé. Malgré le service de Walter, aucun honneur militaire n'était rendu. Pas de drapeau plié. Pas de salut au canon. Rien de cérémoniel. Juste le son creux de la perte. Ava regarda la première pelletée de terre toucher le couvercle. Elle ne sia pas. Elle ne pleurait pas. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que le chagrin était trop intense pour s'écouler, trop solide pour fuir. Il s'était cristallisé en elle, dur comme un os. Lui donnant l'impression d'être une fournaise silencieuse. Une femme portant un chapeau bleu tendit la main vers l'épaule d'Ava, puis la retira. Comme si elle pouvait sentir la chaleur mijoter sous ce calme. « Je suis désolée, bébé », murmura la femme. Ava ne répondit pas. Elle s'éloigna de la foule, vers l'orée du cimetière. Là où les arbres projetaient de longues ombres et où le monde semblait suffisamment lointain pour réfléchir. Elle resta là un long moment, les bras croisés. À regarder le soleil se coucher derrière les branches nues. Une voix vint à côté d'elle, basse et prudente. « Tu sais te battre », a déclaré James Harlon. Un vieux vétéran avec une broche qui signifiait plus que des médailles. La question est, le ferez-vous ? Ava tourna légèrement la tête mais ne croisa pas son regard. Ce n'est pas du combat. Dit-elle. Pas de terrain. Pas d'ordre. Pas de règles d'engagement. Harlon hocha lentement la tête, comme le fait quelqu'un qui a trop bien compris la douleur. C'est pour ça que c'est plus difficile, a-t-il dit. Parce que c'est réel. Personne n'appelle ça la guerre, mais c'en est une. Il la laissa debout sous l'arbre. Où la dernière feuille finit par céder et dérivait vers la terre comme un verdict écrit en silence. Ce soir-là, Ava passa devant la mairie, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Ses bottes battant le trottoir au rythme du souvenir de son père. Elle leva les yeux vers le drapeau qui flottait fièrement et brillamment, indifférente à ce qu'il ne protégeait pas. Elle se tenait en dessous, fixant le tissu comme s'il lui devait quelque chose qu'il n'avait jamais promis. Lorsque la rue se fut vidée et que le vent lui caressa les épaules, elle tendit la main. Dénoua la corde et descendit elle-même le drapeau. Il ne s'est pas débattu. Il est tombé entre ses mains comme s'il attendait de se reposer. Personne ne la vit partir. Personne ne l'appela. Pas de caméra. Juste du café brûlé et l'odeur du vieux papier. 12 inconnus étaient assis en silence pendant que le procureur adjoint expliquait pourquoi la fusillade était légalement justifiée. Une phrase qui s'éleva dans l'air comme la fumée d'un incendie encore en cours. Les images, ont-ils dit, n'étaient pas concluantes. L'agent craignait pour sa vie. L'angle était mauvais. L'éclairage encore pire. Les témoins divergeaient. La caméra corporelle s'était coupée juste avant les coups de feu. Un langage qui n'était pas destiné à révéler la vérité, mais à combler le vide qui aurait dû la laisser. Ava resta assise dans le couloir la majeure partie de la matinée. Seule. Plein de mots neutres qui n'avaient rien à voir avec la mort ou l'implication d'un policier. L'agent Malry reprendrait ses fonctions la semaine prochaine. Pas d'excuses. Pas de pause. Juste un mot neutre du service indiquant que le protocole avait été respecté et que la communauté devait avancer ensemble. Comme si Ava avait déjà participé à tout cela.
Elle entendit l'annonce sur un téléviseur fixé au plafond du palais de justice. Le journaliste lut les lignes sans cligner des yeux, sans s'appesantir. Juste assez de ton pour imiter l'inquiétude. Pas assez pour la porter. Ava se leva. Sa chaise racla légèrement. Elle sortit sans se retourner. Elle ne parlait pas. Elle ne jurait pas. Son silence était plus dur que tout ce qu'elle aurait pu dire. Le trottoir scintillait de chaleur. Le soleil n'avait aucune compassion. Les ombres non plus. Un homme est passé. Tenant un sandwich et un soda, parlant de quelque chose d'insignifiant, inconscient qu'il traversait les conséquences de quelque chose de sacré enfoui dans la bureaucratie. Ava continuait à marcher. Elle dépassait les voitures. Les cars de reportage. Les journalistes qui tâtonnaient encore avec leur micro. L'un d'eux l'a appelée par son nom. Mademoiselle Reed. Pouvons-nous vous demander? Elle ne s'est pas arrêtée. Le nom de son père avait déjà été évoqué par de nombreux micros. Elle tourna au coin de la rue et s'engagea dans une ruelle. Juste pour respirer. Juste pour trouver le calme dans une ville qui parlait de justice mais la fuyait. Le mur de briques était chaud. Elle s'y appuya, le front contre la surface, les yeux clos. Ce soir-là, dans une location inconnue, Ava alluma une bougie et s'assit à la table de la cuisine avec un stylo et une page blanche. La flamme projeta une douce lueur dorée sur sa pommette. Au début, elle n'écrivait pas. Elle fixait simplement. Puis les mots arrivaient, lentement, comme des pieds nus sur du verre brisé. À celui qui l'a pris. Tu as tué un homme qui avait tout donné. Et maintenant, je vais? Elle s'est arrêtée. Elle a barré. Elle a recommencé. Il a levé les mains. C'était son erreur. Tu t'en es assuré. Elle resta assise un long moment, la mâchoire serrée. La plume appuyait si fort que l'encre traversa la page. Puis elle la déchira. Morceau par morceau. La jeta dans l'évier. Craqua une allumette. Regarda la cendre s'élever. Puis elle éteignit la lumière et entra dans la pièce voisine. Au sous-sol, enfermée sous une planche, à l'intérieur d'une boîte en acier qui sentait encore le sable et la fumée, se trouvait le matériel qu'elle n'avait pas touché depuis son dernier message. Corde militaire. Couteau utilitaire. Gants. Carte. Rien d'illégal. Rien de tape à accent grave-l'œil. Juste des outils. Calme. Simple. Discipliné. Elle les a disposés comme un rituel, les doigts effleurant chaque surface comme un souvenir. Sa respiration ralentit. Son esprit se stabilisa. Pas de colère. Juste de la concentration. Et en dessous, quelque chose de plus froid. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite. Pas encore. Mais elle savait une chose. Le système avait parlé. Et elle avait écouté. Il lui a dit que suivre les règles, obéir à la loi et attendre son tour pouvait toujours la faire tuer les mains en l'air. Cette vérité avait un prix. La maison qu'elle louait se trouvait à 3 rues de chez l'agent Mallery, derrière une laverie défraîchie et une quincaillerie dont l'enseigne au néon vacillait toute la nuit. Une maison de plain-pied à la peinture écaillée et au store décoloré par le soleil. Le genre de maison que personne ne remarque. Parfait pour quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Ava a emménagé avec 2 sacs de sport et un petit coffre-fort qu'elle ne quittait jamais des yeux. Elle n'avait pas accroché de rideau. Elle n'avait rien décoré. Elle n'avait déballé que ce dont elle avait besoin. Un lit de camp. Une chaise pliante. Un réfrigérateur. Les outils. Disposés en rangée parfaite comme avant le déploiement. Les fenêtres restaient fermées. Les murs étaient nus. La nuit, la seule lumière provenait d'une unique lampe de bureau, vacillante comme si elle savait que ce n'était pas un endroit confortable. Chaque matin, Ava parcourait le quartier de Mallery à pied. Juste assez longtemps pour apprendre le modèle de son monde. Il vivait dans une impasse tranquille où la pelouse était toujours tondue et les lumières du porche allumées, même en plein jour, comme si les gens d'ici ne faisaient pas confiance à l'obscurité. Sa maison avait un bardage blanc, 2 drapeaux, un américain, un bleu clair et un pick-up garé dans l'allée, avec des autocollants qui ne cachaient pas leurs intentions. Ava gardait ses distances. Elle observait de l'autre côté de la rue, derrière des lunettes de soleil teintées, une casquette enfoncée dans le bas, toujours avec une tasse de café à la main. Elle avait appris son emploi du temps en une semaine.
Il quittait la maison à 7h15 précise, revenait à 17h45, parfois plus tard s'il y avait un match au bar de Jefferson. La première fois qu'elle l'avait suivi, elle était restée à 2 pâtés de maison derrière, prudente à chaque virage, à chaque arrêt, à chaque rétroviseur. Il ne l'avait pas remarqué. Ou peut-être l'avait-il remarqué et s'en fichait-il. Les hommes comme lui ne regardaient jamais vraiment par-dessus leur épaule, sauf s'ils pensaient que le danger les représentait. Il allait au magasin d'alcool le mardi soir, achetait toujours la même bouteille de bourbon et payait toujours en liquide. Le vendredi, il prenait des plats à emporter aux côtes levées et frites. Serviette en plus ou le genre de repas pour un homme qui n'avait jamais appris à ranger. Le dimanche, il tondait la pelouse torse nu. Saluant ses voisins avec ce même sourire narquois qu'il arborait sur la photo du journal local annonçant sa reprise du travail. Ava n'écrivit rien. Elle n'en avait pas besoin. Chaque détail s'imprimait dans sa mémoire comme une mémoire musculaire. Sa façon de marcher, les épaules légèrement voûtées. Sa façon de consulter son téléphone à chaque feu rouge. Sa façon d'appuyer 2 fois sur son porte-clés par habitude, même lorsqu'il était déjà à l'intérieur. Elle absorbait tout cela en silence, tel un soldat apprenant le terrain. Non pas pour attaquer. Pas encore. Mais pour comprendre. Pour étudier les rythmes d'une vie qu'elle n'avait plus le droit de prétendre éloignée de la sienne. À l'intérieur de la maison de location. Elle a accroché une carte au mur non pas sur papier, mais mental. Chaque mouvement était suivi, chaque habitude enregistrée dans le silence entre 2 respirations. La corde était enroulée dans un tiroir sous son lit. Sa texture lui était familière sous les doigts rugueuses, mais fiable. Chaque soir, elle la sortait, non pas pour l'utiliser, mais pour en sentir le poids. Pour se rappeler qu'elle n'imaginait rien. Qu'elle avait encore le contrôle sur quelque chose, même si ce n'était que la décision d'attendre. Elle nouait et dénouait des nœuds. Des nœuds serrés. Des nœuds nets. De ceux auxquels on confie sa vie à 12 mètres du sol. Ses mains bougeaient sans hésitation, mais son esprit tournait en rond. Posant sans cesse la même question. Quand le silence cesse-t-il d'être une force pour devenir un abandon? La 5e nuit. La voisine de l'appartement d'à accent grave côté où une vieille femme avec trop de clés et boitant a frappé à sa porte avec une assiette de bar au citron et un sourire qui semblait ne pas avoir été utilisé depuis un moment. « Tu es nouveau en ville ?» demanda-t-elle, les yeux plissés à travers d'épaisses lunettes. Ava hésita, puis hocha la tête et prit l'assiette à 2 mains. « Je passais juste par là. » répondit-elle. La femme rit doucement. « Comme nous tous, non ?» Puis elle ajouta, après une pause, on dirait quelqu'un qui a vécu une période difficile. Ava ne répondit pas. Elle sourit poliment, ferma doucement la porte et rangea les barres au citron dans le réfrigérateur comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Parfois, tard le soir. Elle retournait sur le trottoir où son père était mort. Les traces de craie avaient disparu depuis longtemps. Le sang lavé par les services municipaux qui l'avaient traité comme n'importe quelle autre tâche. Mais elle se souvenait de l'endroit exact juste à gauche du collecteur d'eau pluviale où le soleil tapait le plus fort ce jour-là. Elle apporta une petite brosse et une bouteille d'eau. S'agenouilla sous le lampadaire et frotta silencieusement. Non pas parce que c'était sale, mais parce qu'elle se sentait mal de le laisser intact. Un jour, un garçon à vélo s'est arrêté et m'a regardé. « Tu nettoies le sol ?» a-t-il demandé. Ava leva les yeux, sa voix à peine murmurée. « Quelqu'un est tombé ici. » Le garçon pencha la tête, ne sachant que dire. Ils se sont relevés. Elle détourna le regard avant de répondre. Non. Dans le silence, Ava commença à remarquer que le monde autour d'elle refusait de changer. Même après un événement irréversible. Les gens arrosaient encore leur pelouse. Les chiens aboyaient encore aux voitures qui passaient. Le courrier arrivait encore. Il y avait une cruauté dans cette normalité, une sorte d'oubli collectif plus fort que n'importe quelle protestation. Mais au fond, Ava restait immobile. Observatrice. Attendante. Se fondant dans l'arrière-plan, tel un nuage d'orage qui n'avait pas encore pris sa décision. Elle ignorait ce que la ville pensait d'elle. Elle s'en fichait. Il n'avait pas pensé à son père non plus, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un soir, alors que la lumière baissait et peignait les rues de ce silence doré que seul l'été s'est donné. Ava était assise près de la fenêtre, sa silhouette à peine visible derrière les stores. Elle regarda Malalery sortir sur son Porsche,
une bière à la main, un rire coincé dans la gorge. Racontant au téléphone à quel point les gens d'où deviennent bruyants quand les caméras tournent. Elle ne bougea pas. Elle ne sia pas. Elle resta assise là, immobile. Et lorsque le soleil disparut complètement derrière les toits, emportant avec lui la chaleur, Ava murmura. Pas un vœu. Pas une menace. Juste 4 mots simples qu'elle n'avait pas prononcés à voix haute depuis le jour où tout avait commencé. Je suis toujours là. La ville continuait de bouger comme si de rien n'était. Comme si le sang n'avait pas taché le trottoir à 2 pâtés de maison de l'hôtel de ville. Comme si un homme à la barbe grise et au regard paisible n'était pas tombé sous un insigne qui ne s'était même pas agenouillé. Les cafés ouvraient toujours à l'heure. Les enfants allaient toujours à l'école en file indienne. Et le même chien aboyait après le camion postal tous les matins à 9 heures. Pour la plupart des gens, c'était plus facile ainsi. Plus facile de changer de sujet. De faire comme si les gros titres n'étaient que du bruit. De se dire qu'il y avait 2 côtés à toute chose. Même quand l'un d'eux était froid sous terre. Ils ne virent pas le fantôme marcher à côté d'eux sur le passage piéton. Ils n'entendirent pas le silence qu'Ava portait comme une arme. Ils ne ressentirent pas la tension qui pesait sur l'air comme l'électricité statique avant la foudre. Des fresques murales peintes au nom de Walter apparurent du jour au lendemain. Justice pour Walter Reed. Mais elles furent toutes aussi vite dégradées. Couvertes de lignes noires, d'yeux barrés. De lettres rouges qui formaient des mots que personne ne voulait prononcer à voix haute. Le service des travaux publics de la ville n'a pas perdu de temps non plus. Ils ont décapé la peinture au matin. Ils ont nettoyé les noms au jet d'eau haute pression. Ne laissant derrière eux que des briques humides et un léger contour comme si effacer le chagrin permettait de mieux respirer. Le maire a lancé une campagne de guérison communautaire avec des communiqués de presse et des photos de poignées de main. Mais Ava n'est jamais venue. Elle savait à quoi ressemblait la guérison. Et ce n'était pas ça. Elle arpentait la ville sans chercher la conversation, se fondant dans le tissu des rues qui avait déjà déterminé la place de chacun. Parfois, les gens la fixaient. Sentant quelque chose d'anormal dans son maintien et épaules carrées, pas régulier ou comme si elle attendait qu'on la défie. Mais personne ne parlait jamais. Un jour, un adolescent à vélo s'est écrié « Tu es de l'armée ou quoi ?» Et elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour laisser le silence répondre à sa place. Sur l'aire de jeu. En bas de la rue où elle louait son appartement, elle vit un petit garçon noir lever les 2 mains en l'air pendant une partie de chat. Sa voix aiguë et claire criait « Ne tire pas, j'abandonne ». Les autres enfants rirent, inconscients du poids de la plaisanterie. Mais Ava resta figée, le cœur serré. Se demandant quand les enfants avaient commencé à s'entraîner à se rendre comme si cela faisait partie du développement. Cette nuit-là, elle était assise sur le bord de son lit. Les bottes toujours aux pieds, fixant la corde dans ses mains comme si elle pouvait lui dire quoi faire ensuite. Elle ne l'avait pas encore utilisée au pas pour ce qu'elle avait imaginé mais elle nouait des nœuds par la mémoire musculaire. Chacun d'eux était précis, silencieux, sans hâte. Ce n'étaient pas des gestes de violence. C'étaient des mesures de contrôle. Elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Quelque chose qui ne mentirait pas et ne disparaîtrait pas. Quelque chose qui lui rappellerait qu'elle avait encore des choix. Dehors, une sirène de police retentit sans urgence ou juste un bruit de fond, comme des grillons. Des alarmes de voitures ou le bourdonnement d'une ville qui avait appris à ignorer la tragédie. Elle passait des heures à observer les fenêtres de la maison de Malalery. Il avait des rideaux bleus foncés dans le salon qui ne fermaient pas complètement. Parfois, elle apercevait le scintillement d'une télévision ou l'ombre de sa large silhouette lorsqu'il passait. Un verre à la main. Il riait souvent, le son résonnant à travers les fenêtres ouvertes lors des nuits plus chaudes. Insouciant et insouciant. Comme les hommes ont tendance à rire quand on ne leur a jamais appris à craindre les conséquences. Elle comptait le nombre de fois où il buvait seul. La fréquence à laquelle il se grattait la mâchoire. La façon dont il se touchait toujours la nuque quand il pensait que personne ne le regardait. C'était le rythme qu'elle suivait désormais. Non pas par vengeance. Pas encore. Mais pour comprendre. Pour construire l'architecture d'un jugement qui devait être précis, et non impulsif. Elle évitait les gens. Mais le monde a une façon de s'infiltrer, même à travers des portes verrouillées. Un soir, un vieil ami de son père, Monsieur Langston, qui dirigeait le garde-manger de l'église, la vit au marché et s'arrêta au milieu de l'allée. « Ava, dit-il d'une voix rauque, marquée par les années et l'usure.
J'espérais que tu serais là. Elle le regarda mais ne dit rien. Hochant simplement la tête lentement. Il essaya de sourire, mais son sourire vacilla. Cet endroit s'oublie vite, murmura-t-il en secouant la tête. On pourrait croire que la vie d'un homme aurait plus de valeur. Ava étudia son visage, vit la tristesse au coin de ses yeux, la défaite dans son attitude. Ça devrait, dit-elle. Mais ils ne se souviendront pas de lui pour nous. Il a placé un sac de riz dans son chariot sans demander, comme son père avait l'habitude de le faire. On s'en souvient, répondit-il. C'est suffisant pour commencer. Les jours s'allongeaient et se réchauffaient, et le trottoir où Walter était tombé commençait à se fissurer au soleil. De fines lignes se propageaient comme des veines dans un béton trop fragile pour supporter le poids du souvenir. Un après-midi. Ava s'est agenouillée à cet endroit avec une brosse et une bouteille d'eau, frottant doucement, même s'il n'y avait plus rien à nettoyer. Un homme passa devant moi et s'arrêta. Hésitant à m'interrompre. « Mademoiselle » demanda-t-il prudemment. « Vous allez bien ?» Elle ne leva pas les yeux. « Je ne suis pas là pour le bien, dit-elle. Je suis là pour la vérité. » Il déplaça son poids, incertain de ce que cela signifiait, puis continua sans un mot. Ce soir-là, elle déposa la photo de son père sur la table la même qu'ils avaient utilisée à l'enterrement. Il était dans son jardin, souriant faiblement, comme toujours quand Ava était là. Elle la fixa longuement, ses doigts parcourant la courbe de sa joue, le léger pli de son front. La gentillesse qui avait persisté en lui-même après des décennies à s'entendre dire qu'il était inférieur. « Tu n'aurais pas dû lever les mains, murmura-t-elle. Tu pensais qu'ils verraient ton humanité, mais ils n'ont vu qu'une cible. » Sa voix ne tremblait plus. Plus maintenant. Le chagrin était devenu plus discret, un compagnon constant. Un tranchant aiguisé qui la maintenait stable. Dehors, sur le rebord de la fenêtre, une seule marguerite blanche avait fleuri à travers la jardinière fissurée qu'elle n'avait jamais touchée. Elle n'était pas là auparavant. Elle la fixa un moment, puis la cueillit délicatement, la porta jusqu'au trottoir où les fissures s'étaient creusées et la déposa au centre. Nichée entre les dalles de béton. Elle recula sans un mot. Ce n'était pas un mémorial. Pas vraiment. C'était une marque, une promesse. Un signal discret pour quiconque pourrait remarquer que quelque chose allait arriver et cette fois, il ne serait pas emporté. C'était un samedi soir lorsque les rires commencèrent à traverser l'impasse, bruyants et insouciants. Se déversant par les fenêtres ouvertes de la maison de l'agent Mallery comme la fumée d'un incendie que personne n'essayait d'éteindre. Il organisait une fête dans son jardin. Rien de formel. Juste des canettes de bière et des glacières, un barbecue carbonisé et une musique douce diffusée par une enceinte Bluetooth nichée entre deux chaises de terrasse. Le genre de réunion où les plaisanteries étaient faciles, les souvenirs flous et où le passé importait peu tant que la bouteille restait pleine. Ava était assise de l'autre côté de la rue dans sa voiture garée, les vitres juste assez ouvertes pour laisser passer le son. Ses mains reposaient silencieusement sur le volant. Écoutant sans cligner des yeux. Les voix portaient trop bien, des hommes échangeaient des histoires comme des jetons de poker, chacun plus fort et plus méchant que le précédent. À un moment, quelqu'un demanda, « Mallery, c'est le type que tu as laissé tomber ?» Le vieux avec le sac de course. Et Mallery n'hésita pas. Il ne baissa pas la voix. Il but une longue gorgée et dit. « Ouais. » Le fou leva les mains comme si c'était à l'église ou quelque chose comme ça. Il pensait que ça le rendait invulnérable. Le rire qui suivit fut sec. Comme du verre brisé glissant sur le trottoir. Ava ne broncha pas. Elle se contenta de regarder. Elle le regarda s'essuyer la bouche avec sa manche. Elle le regarda gifler un autre homme dans le dos. Elle le regarda entrer comme s'il n'avait pas transformé une vie humaine en blague. Dans sa poitrine, quelque chose se modifia non pas comme une explosion, mais comme une porte se refermant doucement derrière elle, bloquant toute trace de doute. Il n'y aurait plus d'attente. Plus besoin d'observer. Plus besoin d'espérer que le système se réveille et se souvienne des noms des morts. Il ne s'agissait plus de justice abstraite. Il s'agissait d'équilibre, de clarté et de quelque chose de plus profond que la vengeance, quelque chose comme un jugement. Ava démarra le moteur, s'éloigna lentement et ne regarda pas dans le rétroviseur. Pas une seule fois. Cette nuit-là, elle ouvrit le coffre-fort de sa chambre et disposa tout sur la table avec un soin rituel. Les gants. Le cordon. La lampe torche à filtre rouge.
Même le vieux ruban adhésif tactique qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle passa lentement ses doigts sur chaque objet, non pas comme quelqu'un qui se prépare à la violence, mais comme quelqu'un qui se plonge dans ses souvenirs. Souvenirs de maîtrise, de compétence, de choix faits alors qu'il n'y avait pas de bonnes options, seulement des nécessaires. Ses mains bougeaient avec fluidité, calmement, avec cette concentration qui ne naît pas de la colère, mais de la lucidité. Et dans ce calme, elle prit sa décision. Sans précipitation. Sans excès. Mais avec précision et réflexion, comme les nœuds qu'elle faisait quand le vent lui était contraire et que la chute était haute. Au cours des jours suivants, elle observa Mallory plus attentivement que jamais. Non seulement son emploi du temps, mais aussi sa façon de se déplacer dans la maison. Comment il éteignait la lumière de la véranda à 22h17 chaque soir. Comment il laissait toujours la porte de derrière déverrouillée lorsqu'il rentrait ivre. Elle remarqua l'affaissement de ses épaules lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. La légère boiterie de sa jambe gauche qui apparaissait après quelques verres. Sa façon de revoir sans cesse les mêmes moments forts du sport tard le soir, comme si le bruit pouvait couvrir quelque chose qui attendait dans le silence. Ava ne l'a jamais suivi. Mais elle l'a étudié jusqu'au moindre souffle. Comme on étudie un ennemi quand on veut s'assurer qu'aucune part de lui ne revienne nous hanter. Elle a commencé à passer devant sa maison juste avant le crépuscule. Portant différentes vestes. Différents chapeaux. Se déplaçant comme un élément du décor. Un jogger un soir. Une femme avec un chien, un autre. Jamais trop près. Jamais trop visible. Juste assez près pour sentir l'air changer lorsqu'elle croisait son ombre. Un jour, il sortit sur le porche tandis qu'elle passait. Un verre à la main. Les yeux plissés dans la pénombre. Elle ne s'arrêta pas. N'accéléra pas. Elle continua simplement à marcher. Même lorsqu'elle sentit le poids de son regard se poser sur sa nuque comme un souffle involontaire. S'il la reconnut, il ne laissa rien paraître. Mais la façon dont il se gratta la nuque. Une seule fois, lui indiqua qu'il ressentait quelque chose. De retour à sa location, elle cira ses bottes, vérifia à nouveau son sac. Puis s'assit près de la fenêtre tandis que le soleil disparaissait derrière les toits. La nuit était calme. Pas de sirène. Pas de vent. Juste le léger tic-tac de l'horloge de la cuisine et le rythme lent et régulier de sa respiration. Elle pensait à son père non pas à sa mort, mais à sa vie. À la façon dont il fredonnait de vieux airs de jazz en portant des toasts. À la façon dont il pliait les serviettes avec une précision déconcertante, même pour les repas à emporter. À la façon dont il levait lentement les mains ce jour-là, persuadé que la décence le protégerait comme une armure. Il avait respecté les règles. Toutes les règles. Et pourtant, ils l'ont abattu en plein jour, sous les yeux de la foule, sans la moindre hésitation. Ava se leva, se dirigea vers le bureau et prit la photo qu'elle gardait toujours à portée de main. Walter dans son jardin. Le soleil derrière lui. Un demi-sourire figé. Elle la fixa longuement, puis la glissa dans la poche de sa veste sans un mot. Ni cérémonie, ni ostentation. Juste pour qu'elle l'ait avec elle le moment venu. Puis elle éteignit la lumière, entra dans le couloir et referma doucement la porte derrière elle. Aucun bruit. Aucune hésitation. Seulement un but. Alors qu'elle s'enfonçait dans la nuit, les lampadaires clignotaient comme s'ils hésitaient à rester allumés. La ville autour d'elle respirait et expirait. Inconsciente de ce qu'elle avait engendré dans son silence. De ce qu'elle avait cultivé dans son indifférence. Et quelque part dans la maison aux rideaux bleus et à la lumière du porche qui ne restait jamais allumé après 10 heures, l'homme qui riait du sang se versait un autre verre. Souriant toujours à une blague que personne avec une âme ne répéterait jamais. Il ne le savait pas encore, mais il avait déjà eu son dernier rire. La nuit était inhabituellement calme, ce silence qui donnait l'impression que le monde s'était arrêté sans prévenir personne. Comme si l'air lui-même avait accepté de retenir son souffle. Les lampadaires clignotaient sans urgence, projetant de longues et douces ombres sur le trottoir fissuré et sur l'herbe mouillée de rosée qui bordait le jardin de Mallory. La lumière du porche était éteinte, comme Ava s'y attendait. Elle s'éteignait toujours à 22h17 précise, un interrupteur qui l'actionnait plus par réflexe que par réflexion. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, immobile comme un arbre dans l'obscurité sans vent. Une main dans sa poche. L'autre enroulait délicatement la sangle en nylon de son sac à dos. Écoutant le rythme subtil d'une maison qui s'éteint.
Derrière la clôture, elle entendait le léger cliquetis de la glace contre le verre. Le craquement d'un fauteuil inclinable qui vacillait sous le poids. Le murmure d'un commentateur sportif annonçant un match déjà perdu. Mallory buvait, non pas par tristesse ou par réflexion, mais par habitude. Comme un homme boit quand rien au monde ne lui a jamais dit qu'il devait en être autrement. Ava attendit, regardant la fenêtre où son ombre se déplaçait. Jusqu'à ce qu'il se lève et disparaisse plus profondément dans la maison. C'était le signal. Elle avançait sans hésitation. Traversant la rue à grands pas réguliers. Ses bottes silencieuses sur le béton. Sa respiration était lente et contrôlée, comme si elle s'était entraînée à n'inspirer que ce dont elle avait besoin. Elle n'avait pas besoin de forcer la porte arrière. Il n'a jamais été verrouillé. Un détail auquel il l'avait entraînée à s'attendre, comme à tout le reste. À l'intérieur. La maison sentait légèrement la viande, la graisse et la vieille moquette, avec une forte odeur d'alcool et quelque chose de plus froid, quelque chose comme l'indifférence. Le salon était sombre. Éclairé seulement par la lumière bleutée de la télévision qui scintillait au plafond. Mallory était assis dans son fauteuil, à moitié incliné. Un verre à moitié vide reposait sur sa cuisse. La télécommande lui glissait des doigts tandis qu'il luttait pour rester éveillé. Il ne l'a pas entendu. Pas encore. Ava s'avança lentement. D'une immobilité délibérée. Comme un soldat avance sur un terrain qu'il a mémorisé centimètre par centimètre. Ses doigts effleurèrent la corde glissée dans sa poche latérale. La corde était chaude contre sa paume malgré le froid qui s'installait dans la pièce. Mallory s'agita légèrement, marmonnant quelque chose d'incohérent. Sa tête roula sur le côté. Et pendant une seconde, juste une seconde, Ava ne vit pas une menace, pas un symbole, mais un homme. Un homme qui ignorait totalement que la faim était déjà entrée chez lui. Et à cet instant, il y eut un silence. Non pas de doute. Non pas de peur. Mais de souvenir. Elle pensa à la voix douce et assurée de son père. Finis toujours ce que tu commences. Mais ne te perds jamais dans l'action. Elle s'est rapprochée. Le sol craqua sous elle, juste assez pour le réveiller. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, perdus dans le flou. Troublé par la forme sombre devant lui. Qu'est-ce que, murmura-t-il, plissant les yeux tandis que sa main tendait maladroitement la main vers la lampe. Mais elle avança plus vite. Entrant dans son champ de vision avant même que la lumière ne s'allume. Et quand il vit son visage clair, calme, sans masque, il se figea. Non pas qu'il la reconnaisse immédiatement. Mais parce qu'il connaissait ce genre de silence. Celui qui ne pose pas de questions. Celui qui ne vient pas négocier. Qui diable, commença-t-il. Mais la corde était déjà autour de son cou. Serrée. Propre. Comme s'il attendait ce moment depuis le premier mensonge. Il se débattit, son corps se soulevant brusquement. Le verre tomba, se brisant au sol dans un éclat d'ambre et de glace. Ses doigts agrippèrent le cordon, ses poignets, l'air lui-même. Mais Ava ne bougea pas. Pas d'un pouce. Pas un clignement. Ses bras restèrent fermes. Son poids stable. Ses yeux se fixèrent sur les siens, comme si elle le mettait au défi de trouver quelque chose d'humain dans ce qu'il était devenu. Il haleta. Tout ça. Essaya de parler. Mais le seul son était le rap humide de son souffle se repliant vers l'intérieur. Durant ces dernières secondes, elle se pencha plus près. Juste assez pour que son souffle effleure sa peau. Elle murmura à son oreille, d'une voix si calme qu'elle ressemblait à une prière. « Mon père m'a dit s'il te plaît, souffla-t-elle. Il t'a supplié. » Ses yeux s'écarquillèrent. Non pas de peur. Mais de prise de conscience. Le poids du souvenir regagnait son cœur. Il s'est rendu. Sa voix était devenue encore plus basse. Un murmure dont seuls les morts se souviendraient. Je ne sais pas. Quand son corps s'immobilisa, elle retint son souffle une dernière fois. Un long, dernier souffle. Puis il relâcha lentement la corde. Le laissant s'installer à nouveau sur la chaise comme un homme qui avait enfin fini de jouer. Elle recula, son regard scrutant la pièce avec le détachement d'un soldat. Elle s'imprégna du silence. Le verre brisé. La télévision, muette, jouait son jeu vide en arrière-plan. De sa veste, elle sortit la photographie. Walter Reed, souriant sous le doux soleil de l'après-midi. Tenant une tasse de thé,
le monde derrière lui entier et doux. Elle s'approcha du corps de Mallory. Précautionneusement, elle glissa la photo entre ses doigts. Puis recula de nouveau. Sa tête s'inclina légèrement. Elle mesurait l'espace. Elle mesurait si l'équilibre était enfin rétabli. Elle ne s'est pas enfuie. Elle n'a pas bronché. Elle s'est juste retournée. Elle a marché jusqu'à la porte de derrière. Elle a disparu dans la nuit sans un bruit. La rue était encore calme. La ville ne s'était pas réveillée. Au-dessus, les étoiles clignotaient faiblement. Comme si elles aussi avaient observé la scène depuis le début. Quelque part sur la route, une marguerite blanche se courbait dans la brise. Ses pétales brillaient sous le silence d'une lune qui avait vu plus qu'elle n'avait jamais demandé à porter. L'air matinal était inhabituellement lourd. Pas seulement à cause de l'humidité. Mais aussi d'autres choses. Une pression qui s'exerçait sur les toits et les fenêtres, trop ancienne pour être mesurée, trop épaisse pour être nommée. Un voisin l'a remarqué en premier. La porte d'entrée de la maison de Mallory était entr'ouverte. Pas grande ouverte, juste entr'ouverte, comme si elle avait oublié comment se fermer au milieu de la nuit. Son absence totale d'air semblait anormale. Pas dans l'esprit. Au fond des tripes. À 8h07, une voiture de police remonta la rue. Lentement. Hésitante. Comme si l'agent à l'intérieur savait déjà que quelque chose clochait. Ils ont appelé ça un bilan de santé. De routine. Rien de grave. Jusqu'à ce que le premier officier entre à l'intérieur. Et j'ai vu le corps. Mallory était dans son fauteuil inclinable. La tête penchée. Les yeux ouverts, vitreux. Une boisson renversée sécha sur le tapis, telle une confession silencieuse. Des ecchymoses encerclaient son cou. Net. Précis. Trop délibéré pour être auto-infligé. Trop contrôlé pour être de la rage. Pas d'effraction. Pas de verre brisé. Pas de désordre. Pas de panique. La télévision était toujours allumée, vacillant entre les publicités. La seule chose qui n'allait pas, c'était la photo. Elle reposait doucement sur ses genoux. Imprimée sur du papier épais et brillant. Le genre qu'on encadre. Le genre qu'on n'oublie jamais où on l'a rangé. Walter Reed. Jardin. Souriant au soleil avec un calme qui ressemblait maintenant à une prophétie. Les policiers n'y ont pas touché. Ils se sont contentés de fixer la scène. Silencieux. Essayant de comprendre ce qu'ils voyaient sans le dire à voix haute. Au moment où les détectives sont arrivés, la nouvelle s'était déjà répandue. Pas de voitures étranges. Pas de serrures cassées. Personne n'a vu qui allait ou venait. Mais tout le monde se souvenait de l'air ce matin-là. Comme il était plus lourd. Comme les oiseaux restaient silencieux. Comme la radio de la police sonnait plus fort dans le silence. Un officier a murmuré, « Vous pensez que c'est une attaque ciblée ?» La réponse fut lente. Ça ne ressemble pas à un coup. On dirait plutôt un message. À l'intérieur du commissariat, le ton a changé. Réunion à huis clos. Conversation chuchotée. Dossier glissé sur les bureaux. Personne ne l'a dit ouvertement. Mais la tension était réelle. Mallory avait des ennemis. Bien sûr. Mais pas le genre de personne qui le laisse assis paisiblement. Pas le genre de personne qui ne laisse aucune trace. Pas le genre de personne qui rend une scène de crime enveloppée de silence. Le rapport du coroner indique que la cause du décès est l'asphyxie. Marque de ligature. Corde ou cordon. Aucun signe de lutte prolongée. C'était rapide, dit-elle. Maîtrisé. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. Sa voix ne tremblait pas. Mais elle exprimait autre chose. Pas de la peur. Quelque chose de plus doux. Du respect, peut-être. Il n'a pas souffert longtemps, a-t-elle ajouté. C'est inhabituel. L'officier l'a noté. Je ne sais pas pourquoi c'était important. À midi, un colis est arrivé à l'hôtel de ville. Une enveloppe marron. Sans adresse de retour. Sans écriture manuscrite. Juste une étiquette imprimée avec le nom du greffier de la ville. À l'intérieur. Une seule feuille. Certificat de décès de Walter Reed. Estampillé en rouge au milieu, assassiné. Pas d'empreinte digitale. Pas de trace.
Pas d'ADN. Juste un message. Propre. Indéniable. Le commis l'observa un long moment, puis le glissa dans un dossier intitulé « Affaires publiques ». Il n'a pas parlé pendant le reste de la journée. Ce soir-là, le maire se tenait devant les caméras. D'un côté, les chefs de service. De l'autre, des assistants nerveux. Nous sommes conscients du décès tragique de l'agent Mallery, a-t-elle déclaré. Nous encourageons le calme. Nous encourageons l'unité. Nous rechercherons la vérité. Ses yeux se posèrent sur le prompteur. Derrière elle, le chef de la police se tenait raide, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il ressemblait à un homme qui savait déjà que la vérité ne lui appartenait plus. Pendant ce temps, les gens se sont rassemblés sur le trottoir. L'endroit où Walter était tombé des semaines auparavant. Pas de bougies. Pas de pancarte. Pas de chant. Juste une présence. Je respire juste. Juste debout. Attendant quelque chose que la ville n'avait pas mérité. Mais espérait toujours trouver. Quelqu'un a placé une marguerite dans la fissure du trottoir. Quelqu'un d'autre a murmuré, elle l'a fait. Aucune peur. Aucun jugement. Juste la certitude. On prononçait rarement son nom. Mais tous comprenaient son silence. Et maintenant? Ils comprenaient ce que cela signifiait lorsque ce silence se brisait. La ville n'a pas explosé. Elle a changé. Pas de l'indignation. De la reconnaissance. Chaque porche. Chaque banc. Chaque trottoir s'arrêtait pour réfléchir à la signification d'un uniforme vide. Et une photo laissée sur les genoux d'un mort. Pas de marche. Pas de chant. Juste des gens en petits groupes. Les mains dans les poches. Le ton est bas. Comme si le chagrin était revenu. Sous une nouvelle forme. Et cette fois, il ne s'agissait pas de demander la permission. La mairie a publié un autre communiqué de presse, plus concis que le précédent. Enquête en cours. Aucune preuve d'effraction. Respect de la vie privée de la famille. Mais ce n'était pas l'histoire. La véritable histoire se déroule dans la façon dont les conversations s'arrêtent lorsque quelqu'un dit « Avaride ». Comment les gens inclinaient la tête et murmuraient « Elle était là ». N'est-ce pas? Et personne n'avait besoin de répondre. Les rumeurs circulent plus vite que les faits. C'est toujours le cas. Dans les villes où la mémoire dure plus longtemps que la paperasse. Et personne ne voulait vraiment que les spéculations cessent. La fresque est revenue le lendemain matin. Même mur. Même taille. Mais différent. Ava se tenait au centre. Peinte au crépuscule et au fusain. Elle tourne le dos aux spectateurs. Face à un trottoir fissuré sous un ciel orange sang. À ses pieds, un badge brisé. En 2 morceaux. Derrière elle. L'ombre d'un homme. Les mains levées. Planant doucement comme un fantôme qui n'est pas prêt à partir. Personne n'a vu qui l'a peint. Mais les gens se sont arrêtés. Ils ont déposé des fleurs. Des vrais. Pas de peinture. Pas de protestation. Juste la vie. Essayer de grandir là où se trouvait autrefois la dignité. Au bout du pâté de maison. Des enfants se sont rassemblés près de la fresque. L'un d'eux pointa la marguerite dans la fissure. Ce n'était pas là hier. Un autre murmura, il ne meurt pas. Ils ont regardé fixement. Je ne sais pas si c'était de la magie. Ou le deuil. Dans le restaurant, 3 hommes étaient assis en silence. Pas de dispute. Pas de politique. Juste les yeux rivés sur la télé. Un présentateur local a lu les dernières nouvelles. Aucune empreinte trouvée au domicile de l'agent Mallery. Pas d'effraction. Aucun suspect. Derrière le comptoir, la femme secoua la tête. C'est parce qu'elle n'en a pas laissé, marmonna-t-elle. Pas fort. Juste assez. L'un des hommes la regarda. Pas en colère. Je suis juste fatigué. De l'autre côté de la ville. Le pasteur Boone descendait les marches de son église. Les mains derrière le dos. Les yeux scrutant le ciel. Un jeune homme s'est approché. Pensez-vous qu'elle l'a fait, pasteur? Sa voix était basse. Urgente. Boone se retourna, le regard fixe. Je crois que la justice est arrivée à grands pas,
a-t-il déclaré. Et je crois qu'elle a enfin cessé de frapper. Le jeune homme ne répondit pas. Il hocha simplement la tête et s'éloigna en silence. Cet après-midi-là, un SUV noir avec des plaques fédérales s'est arrêté devant la gare. 2 agents sont sortis. Costumes repassés. Visages impassibles. L'un tenait un dossier. L'autre scrutait la rue comme si elle allait lui mentir. À l'intérieur, la tension était forte. Un sergent s'est penché. Il a murmuré quelque chose au capitaine. Il demande une femme nommée Avaride. Le capitaine cligna des yeux une fois. Lentement. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Puis je me suis retourné et je suis entré dans son bureau. Il ferma la porte derrière lui. D'où? Final. Personne n'avait vu Ava depuis les funérailles. Pas d'adresse. Pas de dossier. Mais tout le monde savait exactement où elle était allée. Il la sentait dans les coins tranquilles. Dans la fresque qui refusait de s'estomper. De la même manière que les enfants levaient les mains lorsqu'ils passaient sur le trottoir où son père était tombé. Pas dans la peur. Mais en mémoire. Et même le vent semblait porter son nom différemment maintenant, non pas comme un avertissement, non pas comme une menace, mais comme une prière murmurée à voix basse. Prononcée par des gens qui avaient finalement compris que la justice ne porte pas toujours une robe ou un insigne. Parfois, il se déplace à travers les ombres, des pieds silencieux. Un objectif inébranlable. Parfois, cela ne laisse aucune empreinte digitale. Cela a commencé tranquillement, comme le font souvent les tempêtes. Tout d'abord, avec le déplacement des nuages. Le genre de nuages que la plupart des gens confondent avec du vent. Puis, avec des questions, lentement et régulièrement. Glissant à travers les fissures des déclarations publiques comme l'eau à travers un mortier fracturé. Au début, la ville retenait son souffle. En espérant que les médias passeraient à autre chose. En espérant que les yeux du gouvernement fédéral se tourneraient ailleurs. En espérant que personne ne creuse plus loin. Haine que les gros titres. Mais le silence ne tient jamais longtemps sa forme. Pas quand trop de gens savent déjà mieux. Pas quand quelque chose de plus grand a déjà commencé à bouger sous la surface. Et cette fois, le silence avait un nom gravé en lui. Walter Reed. 3 jours après la visite des agents à la station, les images ont été diffusées sur Internet. Ni granuleux, ni recadré, ni haché. Brut et clair. Extrait d'un flux non édité dont quelqu'un a juré qu'il n'existait pas. Il montrait Walter sortant du magasin. Un sac en papier à la main, ses yeux gentils. Sa posture calme. Cela montrait la voiture de patrouille qui arrivait trop vite. La porte s'est ouverte. L'officier crie avant même que ses bottes ne touchent le sol. Il montrait Walter levant lentement les mains. Paume vers le haut. Les doigts tremblent. Non pas par défi. Mais par peur. Puis sont venus les coups de feu, 2 d'entre eux. Rapide. Fort. Final. Après ça. Plus aucun son. Seule la vue d'un homme s'effondrant sur le trottoir. Une seule pomme roulant vers la gouttière comme si elle voulait s'échapper du cadre. La réaction n'était pas de la colère. Pas au début. C'était essoufflé. Les gens étaient assis dans les salons avec des téléphones dans les mains. Certains ont pleuré. D'autres regardaient fixement. Certains se tournèrent vers le présentateur du journal télévisé. Celui-là même qui lisait autrefois des preuves non concluantes, avec une neutralité éprouvée. Ils regardent maintenant leur propre ville se défaire sur un écran partagé de silence et de vérité. Les réseaux sociaux s'illuminent. Hashtag Walter Reed. Hashtag il a levé les mains. Dièse nous nous souvenons Ava. Et avec cela sont venues les questions. Pourquoi les images ont-elles été cachées? Qui a décidé que ce n'était pas suffisant? Que se passe-t-il lorsque la vérité parle plus fort que le badge? À la fin de la semaine, les avocats des droits civiques avaient déposé des pétitions fédérales. Les organisateurs communautaires ont envahi les réunions de la mairie. Les journalistes nationaux ont eu du mal à prononcer les noms. MS de rue qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Le maire a trébuché lors d'une autre conférence de presse. Transpiré sous les lumières. Coopération prometteuse. Transparence et réforme. Pas d'applaudissements. Juste le silence. Bras croisés.
Yeux plissés. En attendant. À l'intérieur du département. Des fissures se sont formées. Chuchotement dans la salle de pause. Regard de côté. Je me demande qui sera le prochain à répondre aux questions sous serment. Les affaires intérieures ont rouvert le dossier. ER de Walter. Cette fois sous la pression fédérale. Cette fois. Aucun fichier n'était trop vieux. Aucun détail n'est trop petit. De vieilles plaintes ont refait surface. Citation de force. Panne de caméra corporelle. Des témoignages de civils qui ressemblent à des avertissements que personne n'a jamais pris la peine d'écouter. Le mince mur bleu n'est pas tombé d'un seul coup. Il s'est brisé, lentement. Inévitablement, sous le poids de sa propre prétention. Ava n'a pas regardé les nouvelles. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait comment ils essaieraient de nettoyer la mémoire de son père. Transformer le en quelque chose de doux et pratique maintenant que le mensonge a été dévoilé. Au lieu de cela, elle a séjourné dans un motel près de la route 13. Machine à glace tachée de rouille. Des rideaux qui ne se ferment jamais complètement. Assis près de la fenêtre. Regardez les phares passer comme des fantômes qui n'ont pas appris à se reposer. La photo des son père était tourné vers l'extérieur de la commode. Pas comme une relique. Mais en tant que témoin. La nuit. Elle écrivait. Dans un carnet sans nom. Pas d'aveu. Pas de plan. Questions. Des pages d'entre eux. Le genre de questions que personne ne pose jamais lorsque le badge est épinglé sur la bonne poitrine. Un matin. Elle passa devant une école. Les enfants font la queue pour la récréation. En riant. Bousculade. Tourner en rond juste parce qu'il le pouvait. Un petit garçon, peut-être 8 ans, s'arrêta. Il la regarda fixement. Ses yeux sont trop vieux pour son visage. « Êtes-vous celui de la photo ?» demanda-t-il. Sa voix curieuse. Pas effrayée. Ava s'est agenouillée. J'ai rencontré son regard. Quelle photo ? Il a pointé du doigt le mur derrière la cour d'école. Une peinture murale. Peinture fraîche. Sa silhouette debout sur un badge cassé. Une marguerite poussant dans une fissure dans la pierre. Elle sourit. Juste légèrement. Peut-être ? Dit-elle. Le garçon hocha la tête. Solennel. C'était ton père, hein ? Sa gorge se serra. Mais sa voix est restée ferme. Oui. Il l'était ? Le garçon baissa les yeux. Puis reculait. Ma mère dit qu'il l'a aidé à porter des sacs lorsque sa voiture est tombée en panne. Ava posa une main sur son épaule. Ça lui ressemble. Il hocha à nouveau la tête. Puis il s'est enfui pour rejoindre les autres. Elle est restée là. Écoutez le son de leur rire rebondir sur les murs de briques. Et pour la première fois depuis des semaines. Ses épaules tombèrent. Juste. Un peu. De retour en ville, les gros titres ont changé. Pas « flic retrouvé mort ». Pas « enquête en cours ». Maintenant. La justice est rouverte. Système en cours de révision. Était-ce le signal d'alarme ? Les éditoriaux ont afflué. Certains ont fait l'éloge du système. D'autres l'ont condamné, trop peu. Trop tard. Mais Ava n'avait pas besoin d'éditoriaux. Elle savait. La vérité n'avait pas besoin de notes de bas de page. Il avait besoin d'air. Et maintenant il l'avait. Tard dans la nuit. Un journaliste local a trouvé une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Aucun expéditeur. Aucune note. Juste une photo. Walter. Debout à côté d'une jeune Ava. Tous deux souriants. Le ciel s'ouvre derrière eux. Caché derrière la photo. Une petite épingle en métal. Son insigne de service. Poli et propre. Enveloppé dans un vieux mouchoir. Le journaliste ne saura jamais qui l'a envoyé. Mais quand il a publié la photo le lendemain matin. Avec le titre « La dignité n'est pas un crime ». Toute la ville s'est arrêtée. Juste assez longtemps pour réaliser. Peut-être. Quelque chose avait finalement commencé à changer. Et cette fois. Il était trop tard pour elle.
Arrêté. Les jours qui ont suivi étaient de ceux qui durent. Toujours. Lourd. Comme l'air après une tempête. Chaussées mouillées. Feuilles accrochées aux fenêtres. Les gens marchent plus lentement sans savoir pourquoi. En ville, personne n'a prononcé le nom d'Ava à voix haute. Pas parce qu'ils avaient oublié. Mais parce que c'était devenu trop sacré pour être lancé avec désinvolture dans une conversation. Ils ne l'ont pas murmuré. Et ils l'ont porté. De la même manière qu'ils regardaient la fresque murale sur le Maine. Pendant les secondes supplémentaires. Il se tenait sur le trottoir où Walter était tombé. Son nom était devenu Météo. Quelque chose pour lequel vous vous êtes habillé émotionnellement. Même quand le ciel était clair. Le ministère de la Justice a lancé un examen fédéral complet. Modèle d'embauche. Dossier de plainte. Des incidents non signalés laissés à pourrir dans des classeurs. Et Walter n'était pas le premier. Il y en avait d'autres. OMS griffonné dans les marges. Des histoires inédites. À la bibliothèque municipale, les élèves ont construit une archive numérique. Main levée. Un espace pour les souvenirs, les photos, les histoires. De ceux qui ont été effacés non pas par le destin, mais par les systèmes. Et sur la page d'accueil. En lettres blanches et grasses sur fond noir. Ce n'était pas que des noms. C'étaient des histoires que personne ne prenait la peine de terminer. Ava a découvert le site par accident. Imprimer quelque chose dans un laboratoire informatique public. Le sourire de son père captant le soleil sur l'écran. Un verre de thé glacé à la main. Sous l'image. Il m'a aidé quand mon pneu a éclaté sous la pluie. Il a dit, il n'y a pas de petite gentillesse. Je n'ai jamais pu le remercier. Elle n'a pas fermé le navigateur pour oublier. Elle l'a fermé pour le garder dans son. À l'école primaire. Le même garçon qu'avant dirigeait un projet. Panneau en bois. Peint par des enfants. Mes mains sont levées aussi. Lettres tordues. Lignes irrégulières. Chacun d'eux arrête les gens dans leur élan. Le se. RMON du pasteur Boone était court ce dimanche-là. Doux. Toujours. Parfois, dit-il, Dieu n'envoie pas le tonnerre. Parfois, il envoie quelqu'un qui refuse de s'asseoir. Il n'a pas dit son nom. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Ava était assise en tailleur sur le lit du motel. Regardez les informations sans le son. Mémoriaux. Arguments. Les gros titres tournent comme une roue. Puis, quelque chose de nouveau. Enfant. Debout en demi-cercle. Inauguration de la salle Walter Reed. Un lieu d'étude tranquille. Et la mémoire publique. Ava cligna des yeux. Posez la télécommande. Laisse le silence. La retenir. Plus tard dans la nuit, on a frappé à sa porte. Ni fort, ni pressant, juste un rythme doux qui ressemblait plus à une demande qu'à une exigence. Elle l'ouvrit lentement, révélant M. Langston, un vieil ami de son père à l'église, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu marron. Il ne dit pas bonjour. Il tendit simplement les mains, le regard fatigué mais chaleureux. Il m'a dit un jour, dit-il doucement, que le moment venu, ce serait à toi. À l'intérieur du tissu se trouvait l'épingle de service de Walter, polie et propre. Nouée avec le même fil noué qu'il avait utilisé sur ses lacets de bottes quand elle était enfant. Il n'a jamais cessé d'être fier de toi, ajouta Langston. Même quand il ne le disait pas à voix haute. Ava hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler, et prit l'épingle à deux mains comme si elle pesait plus que du métal. Après son départ. Elle s'assit à la table et posa l'épingle à côté de la photo de son père. La lampe de bureau bourdonnait faiblement, sa lumière éclairant parfaitement le bord du métal. Se reflétant sur le verre comme un rayon d'aube perçant à travers les rideaux. Le lendemain matin. Les enfants se rendant à l'école passèrent devant une nouvelle fresque murale au bord de la cour de récréation. Celle-ci était plus petite, plus personnelle. Elle représentait un petit garçon. Les mains levées, debout à côté d'une grande femme sans visage, à la posture calme, posée et sereine. Entre eux, une marguerite blanche poussait dans une fissure du trottoir. Juste au-dessus. Quelqu'un avait peint 3 mots simples. Elle est revenue.
Aucun artiste n'avait signé l'œuvre. Aucune caméra n'avait enregistré l'instant. Mais tout le monde en ville savait à qui elle était destinée. Car désormais, Ava était devenue bien plus qu'un nom. Elle était une question gravée dans les murs sur lesquels les gens s'appuyaient. Un souffle porté dans les salles d'audience, les cours d'école et les tables de cuisine. Elle n'avait pas demandé à être un symbole. Elle n'avait pas couru après les projecteurs. Mais quelque part, dans le silence qui a suivi le bruit, sa présence est devenue un langage à part entière, un rappel que la justice n'est pas un instant. C'est un souvenir qui refuse de s'effacer. 10 ans plus tard, le trottoir où Walter Reed est tombé ne tenait plus aussi lourd. Il avait été repavé 2 fois, les fissures comblées. La bordure aplanie par des ouvriers municipaux qui n'avaient aucun souvenir de ce qui avait coulé. Mais les gens s'arrêtaient encore à leur passage. Certains posèrent brièvement la main sur leur cœur. D'autres hochèrent la tête. Quelques-uns murmurèrent son nom à voix basse, non pas comme un chant, mais comme une vieille histoire de famille transmise de génération en génération. Trop sacrée pour être oubliée. La ville avait changé, comme le font les lieux lorsqu'un élément permanent s'installe dans le sol. Les magasins avaient changé de nom. Les enfants avaient grandi. La poste avait enfin un nouveau toit. Mais le souvenir restait gravé non pas sur les panneaux d'affichage ou les banderoles, mais dans la façon dont les gens se comportaient. Conscients. Plus calmes. Plus attentifs à l'espace entre justice et présomption. Par une fraîche matinée d'octobre, la ville a inauguré une statue à l'emplacement de la fresque. Elle n'était ni grandiose ni héroïque. Ni imposante ni faite de pierres polies. Elle était douce. En bronze, avec une patine douce qui captait la lumière juste assez pour donner une impression de vie. La silhouette était simple, un homme debout, les mains levées, non pas en signe de reddition, mais d'ouverture. Les paumes vers l'avant. La tête légèrement inclinée. Comme s'il écoutait quelque chose de plus que des mots. À ses pieds, une petite plaque disait. La dignité n'est pas un crime. Pas de nom. Pas de date. Juste la vérité. Distillée et laissée là pour ceux qui avaient besoin de se souvenir de ce qui avait été nié. Ava arriva juste avant le début de la cérémonie. Elle portait un manteau gris uni. Des bottes usées par des années de marche, les cheveux rentrés sous un bonnet de laine. Personne ne la reconnut au début. 10 ans avaient adouci sa mâchoire, ajouté une sérénité à sa démarche. Mais lorsqu'elle s'approcha de la statue et déposa une marguerite blanche sur son socle, un silence se répandit dans la foule comme le vent dans les hautes herbes. Un petit garçon tira sur le manteau de sa mère et la montra du doigt en murmurant « C'est elle, n'est-ce pas ?» La mère ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête lentement. Sans quitter Ava des yeux. Ava resta là un long moment, les épaules droites. Le souffle lent. Tandis que le soleil matinal réchauffait le bronze à ses pieds, les voix autour d'elle s'estompèrent. On lui laissait de l'espace sans qu'on le lui demande. Ce n'était ni de la révérence ni de la peur. C'était quelque chose de plus profond, de la reconnaissance. Elle n'avait pas parlé en public pendant toutes ces années. Elle n'avait pas écrit de livre. Elle n'avait pas donné d'interview. Elle n'avait pas revendiqué l'histoire que les gens racontaient en la citant. Elle avait simplement disparu discrètement dans le vaste pays qui oublie volontairement. Mais ici, maintenant, elle n'était plus un fantôme. Ni un symbole. Mais une fille qui était autrefois rentrée à la maison avec un but précis et avait laissé derrière elle quelque chose de plus lourd que la vengeance. Une conseillère municipale s'est approchée du micro et s'est éclaircie la gorge avant de s'adresser à la petite foule. Nous dédions cet espace non seulement à Walter Reed. A-t-elle déclaré d'une voix prudente et posée, mais à l'idée que chaque vie mérite d'être entendue avant d'être prise et commémorée longtemps après sa disparition. La foule applaudit poliment. Puis lentement, plus sérieusement, jusqu'à ce que le son emplisse la place comme des oiseaux s'élevant des arbres. Ava n'applaudit pas. Elle ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur la statue. Sur la douce courbure des doigts de bronze. Sur l'inclinaison de la tête qui, même maintenant, semblait écouter. Plus tard, alors que les gens commençaient à se disperser. Un homme d'une vingtaine d'années s'est approché d'elle avec précaution, tenant un petit carnet et un stylo. « Mademoiselle Reed, dit-il, nerveux mais sincère. Je travaille sur un projet d'histoire orale locale. Seriez-vous prête à partager votre version des faits ?» Ava le fixa intensément. Vraiment, elle le fixa,
captant les silences entre ses paroles. Cette lueur d'espoir fragile qui tremblait au fond de sa question. Puis elle esquissa un sourire juste assez pour adoucir les lignes de son visage et déclara. Certaines histoires sont destinées à durer sans être contées. Mais si l'on prête attention, elles se racontent toujours. Elle se détourna et marcha lentement vers le bord de la place. D'un pas assuré. Sa silhouette diminuait sous l'ombre imposante de la statue qui se dressait derrière elle. Elle ne se retourna pas. Inutile. Car ce qui devait être dit était déjà gravé dans les gestes, dans la mémoire, dans ce silence qui résonne à travers les générations. Dans une fenêtre située au-dessus de la boulangerie en face. Quelqu'un prit une photo. Pas de la statue. Pas de la cérémonie. Mais de la silhouette d'Ava qui s'éloignait, son manteau flottant doucement dans la brise. Cette image fut plus tard exposée dans la bibliothèque, à côté d'un recueil d'essais intitulé « Quand la justice chausse le silence ». Les enfants demandaient qui elle était. Les enseignants répondaient, c'est grâce à elle que cette statue se dresse ici. Mais la vérité était plus discrète, plus précise. C'était à cause d'elle que le silence n'était plus synonyme de sécurité. Elle était le souffle qui invitait chacun à réfléchir avant de juger. Elle était la présence lourde dans la pièce lorsque quelqu'un évoquait l'équité et soudain, tous comprenaient que cela signifiait bien plus que des règles. Elle n'avait prononcé aucun discours. Elle n'avait pas brandi de mégaphone. Elle s'était simplement glissée dans l'ombre, avait tenu le pouvoir responsable, puis avait disparu sans acclamation. Mais même le vent, qui soufflait dans les ruelles et soulevait les feuilles sur le trottoir, semblait porter sa trace, telle une mélodie qu'on n'entend qu'une fois mais qu'on n'oublie jamais. Et sur la pierre au pied de la statue, juste à côté de la marguerite qu'elle y avait déposée, de petits doigts d'enfant tracèrent avec soin les mots gravés. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'un grand fracas pour se terminer. Il suffit qu'elles finissent bien.